Bonjour tout le monde. Je me présente, professeur Mustapha Oumouna, professeur en immunologie, ex-doyen de la faculté des sciences et actuellement président du conseil scientifique de la même faculté. C'est avec un grand honneur et une immense joie que je me joins à vous à travers les responsables de VitaSwitch pour commencer cette série de 6 conférences sur le système immunitaire, son fonctionnement et son dysfonctionnement. Nous allons faire une immersion dans les bases fondamentales de l'immunologie. Nous allons voir les cellules de l'immunité innée, l'immunité acquise, les molécules et l'interaction et la collaboration entre les différents compartiments. Mais nous allons ajouter quelque chose d'original, c'est de voir le dysfonctionnement et bien sûr les maladies auto-immunes avec les déficits immunitaires. Ces 6 séances seront accompagnées de polycopiés que je vais vous envoyer et éventuellement des QCM, c'est juste pour avoir un feedback. Et j'espère, avec les responsables de VitaSwitch, que nous allons bien sûr aborder au milieu des conférences après la 3e séance, peut-être une séance live, que vous allez me poser des questions et j'espère pouvoir vous y répondre. Donc, nous allons voir le programme suivant. La première séance consistera en une introduction aux notions fondamentales de l'immunologie. La 2e et 3e séance, la réponse immunitaire innée et son implication dans les hypersensibilités. La 4e séance, les cytokines et leur implication dans la physiologie et les pathologies. 5e séance, la capture et la présentation d'antigènes, acteurs impliqués et conséquences sur la réponse immunitaire cellulaire. Et enfin, la 6e séance, la réponse immunitaire humorale, implication dans les infections et les déficits immunitaires. On va voir un peu le système immunitaire et son environnement. Je commencerai par cette planche que je présentais déjà depuis 2005, donc c'est déjà pratiquement 15 ans, et je n'avais jamais imaginé un jour que j'allais la présenter dans un contexte aussi grave que cette pandémie. Cette planche a été établie par les experts en infectiologie, en épidémiologie, en immunologie, elle a été demandée par le National Institute of Health aux États-Unis. Et bien sûr, comme l'indique son titre, How do we face new threats? Comment nous allons faire face aux nouvelles menaces? Et les menaces, bien sûr, d'après les spécialistes, c'est les maladies anciennes qui vont revenir, les maladies dites réémergentes. Et là, vous avez bien sûr la grippe espagnole, 1918-1920, qui a fait des ravages. Et on craint qu'un jour, elle risque de revenir, et ce qu'on appelle the big pandemic. Ils disent aussi, les experts, que d'autres pathologies vont apparaître, c'est les maladies dites émergentes que l'être humain n'a jamais connues. Le SARS, le syndrome aigu respiratoire sévère, 2003, la grippe aviaire et toutes ces maladies zoonotiques. Et bien sûr, ils ont montré cette enveloppe qui paraît tout à fait innocente et anodine. 4e année primaire de Greendale School au New Jersey aux États-Unis, on voyait donc par un élève au sénateur Dashley, qui était le président du Sénat américain pendant la période George Bush Junior. Et quand la secrétaire du sénateur a ouvert l'enveloppe, une poudre blanche s'en est dégagée et elle contenait les bactéries, les spores de bactéries de l'anthrax, Bacillus anthracis, bioterrorisme. Donc voilà ce qu'ils ont prédit pour le 21e siècle, maladie réémergente, maladie émergente et bioterrorisme, et je crois qu'ils n'ont jamais prédit un tel impact de Covid-19. Bien sûr, dans la planche, on ne voit pas Ebola. Ebola est une maladie qui existe depuis 1976 et malheureusement qui tue énormément, presque 8 à 9 personnes sur 10. Et pourtant, même si elle existait, elle n'était pas déclarée, étant donné qu'elle était une maladie qui apparaissait dans certains villages en Afrique, jusqu'au jour où elle est devenue mondiale, puisqu'elle a transgressé la barrière des continents, elle est passée aux États-Unis, en Europe, et maintenant c'est devenu un vrai problème, et on voit très très bien toujours le souci des masques et des moyens de protection. Voici juste un aperçu sur la grippe espagnole, the big pandemic de 1918, et on voit très très bien qu'elle a touché la tranche d'âge 14-44. C'est les jeunes qui sont assez forts, on voit très très bien sur cette ligne continue de 1918, et on voit les répercussions, les conséquences de cette grippe sur l'espérance de vie aux États-Unis. En 1918, voilà, ça a chuté de 55 ans pratiquement à 35 ans.
Voici les grippes qui ont menacé, ou les grandes infections de influenza qui ont menacé le monde le siècle passé. 1918, la grippe espagnole, 40 à 50 millions de morts, H1N1. 1957, la grippe asiatique, 1 à 4 millions de morts, H2N2. Et 1968, la grippe de Hong Kong, à 1 million de morts, H3N2. Vous voyez donc que l'être humain est toujours malheureusement confronté à des infections, à des grandes épidémies et épidémies récurrentes, mais quelles sont les leçons tirées? Voici un hangar en 1920 qui a été transformé en un hôpital de fortune. À l'époque, c'est ce qu'il y avait comme moyen. Et quand je présentais cette planche, je n'avais jamais pensé qu'un jour, on allait exactement présenter la même planche pratiquement. La seule différence, c'est la couleur. Donc finalement, l'être humain est resté presque le même, impuissant devant ces infections, devant ces pandémies, et il ne peut que transformer des hangars, peut-être un peu plus grands, hein, vu l'immensité de la pathologie et l'infection. Alors, les virus, il y en aura toujours. Ebola, West Nile, Chick en Afrique, en Amérique, en Asie et Océanie, et même au Moyen-Orient et en Europe. Donc, il y aura toujours. Est-ce qu'un jour ils vont frapper? Est-ce qu'on sera toujours prêt par rapport à cette infection? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Voici quelques leçons retenues par rapport à l'infection de SRAS, le syndrome aigu respiratoire sévère. Il s'est avéré que en 2003, il y avait un patient qui était infecté de SRAS, 2003, et il était dans un hôtel et il a infecté des gens du Canada, de l'Irlande, des États-Unis, de l'Allemagne, de Singapour, de Bangkok et de Vietnam. Une personne, ce qu'on appelle le cas zéro, a infecté une panoplie et toute personne est devenue malheureusement chez elle, les Canadiens, les Irlandais, les Américains, les Allemands, et c'est ce qui s'est passé avec le Covid. Un des pays qui a retenu bien la leçon, c'est bien sûr le Vietnam, et on a remarqué que cette fois-ci, le Vietnam n'était pas aussi touché parce qu'ils ont bien su gérer les premiers cas d'infection. La leçon retenue de ce SRAS de 2003, c'est qu'on a vu l'émergence d'une catégorie de personnes qu'on appelle les supertransmetteurs. Et les supertransmetteurs sont des individus qui peuvent contaminer jusqu'à 15 à 20 personnes, alors qu'une personne normale, elle peut contaminer 2 à 1 à 1 personne. Alors, ces gens-là ne le savent pas, ils sont là génétiquement prédisposés, mais c'est des amplificateurs là. Voilà, c'est des amplificateurs qui vont infecter. Donc, vous imaginez, si on est dans une salle un peu fermée ou dans un train ou dans un bus et ces gens-là vont éternuer et vont tousser, c'est un massacre parce qu'ils vont transmettre des centaines de milliers de particules à des vitesses de 70 km/h et ils vont contaminer beaucoup de personnes. Les virus se transmettent par différents moyens, à savoir par l'inhalation, par le direct contact, transmission sexuelle, interplacentaire, la peau et bien sûr orale. Donc dans notre cas, on est bien sûr dans le Covid, dans les inhalations, on est dans la transmission orale et on est bien sûr dans le skin, c'est-à-dire le toucher. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie de l'iceberg. Et cette théorie de l'iceberg, c'est ce qu'on voit à l'échelle cellulaire et ce qu'on ne voit pas. Et on voit on connaît très bien que l'iceberg est toujours la partie apparente est de 1/5 et 4/5 sont masqués. Donc, ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne voit pas d'une infection comme celle du Covid est peut-être plus grave par rapport à ce qu'on voit. Alors, ce qu'on voit à l'échelle cellulaire, c'est la lyse cellulaire. C'est la mort des cellules infectées. On voit la formation de corps d'inclusion. C'est situation de pathologie cellulaire induite par une infection, transformation cellulaire, dysfonctionnement cellulaire, où la cellule ne peut plus fonctionner. À l'échelle de l'organisme, on voit la mort de l'organisme, la mort de l'hôte. Comme dans le cas de Covid, il y a des individus qui décèdent, malheureusement. Maladie classique à sévère et maladie à sévérité modérée. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est la multiplication virale, son changement visible aux maturations. Ça, c'est ce qu'on appelle, ils font partie des situations où le virus est rentré, il a été inhalé, mais il n'a pas pu se multiplier, il n'a pas pu s'attacher aux expositions sans attachement. Donc, ou bien sans entrée, on porte un masque, ou bien on met un masque
qui n'a pas totalement protégé. Il y a quelques virus qui sont rentrés, mais qui n'ont pas pu s'attacher et compléter leur multiplication. À l'échelle de l'organisme, il y a une infection asymptomatique. C'est ce qu'on appelle les porteurs asymptomatiques. Et il y en a beaucoup parmi les jeunes, malgré que dans le cas de cette deuxième vague, les jeunes sont aussi touchés. Exposition sans infection. Donc on peut être exposé, mais on peut ne pas avoir ou développer la maladie. Pour terminer cette histoire des corona, il y a le MERS qui est apparu en 2003, qui a été transmis par le dromadaire, donc il sévit dans la région d'Arabie, et bien sûr, le virus a été déjà à l'origine transmis par une chauve-souris. Ça a fait le tour du monde, pas aussi que le SRAS, c'est pas aussi bien sûr que Corona, mais il reste, on le voit très très bien, il a été aéroporté à travers le monde entier. Donc ça a commencé par une infection inter-animale, donc ça c'est une infection tout à fait normale. Après c'est devenu une zoonose de l'animal à l'homme, et après c'est devenu une pandémie de l'homme à l'homme. Alors, les épidémiologies comparées des maladies infectieuses, le monde a connu des maladies, a connu le malaria, a connu la peste, a connu la tuberculose, a connu la brucellose, a connu le choléra. Et depuis la Deuxième Guerre mondiale, où les conditions de vie se sont améliorées, on a remarqué qu'il y a eu quand même un déclin de ces maladies infectieuses. La fièvre rhumatoïde, les hépatites, la tuberculose, les oreillons, et bien sûr la rougeole. Et ce déclin a été bien marqué parce qu'on a introduit les vaccins, on a introduit dans certains cas des antibiotiques, les conditions de vie sont devenues meilleures, améliorées, et donc tout ça a fait que nous sommes dans une situation où les maladies infectieuses n'étaient pas aussi menaçantes. De l'autre côté, 1959, on a remarqué l'apparition de maladies dites auto-immunes, ou un déséquilibre du système immunitaire, un déséquilibre de la fonction immunitaire. La maladie sclérose en plaques, qui touche le système nerveux, Crohn, qui touche l'appareil digestif, le diabète juvénile des enfants, diabète de type 1 LS. Et comme par hasard, on a enregistré le déclin des maladies infectieuses et l'apparition des maladies auto-immunes qui sont plus graves, parce que ça, c'est notre système immunitaire qui nous attaque. Quand on a fait une corrélation, on a essayé d'établir une corrélation entre les maladies auto-immunes, sclérose en plaques, diabète de type 1, l'asthme et bien sûr la richesse par pays et par individu, on a remarqué que les pays pauvres enregistrent moins de maladies auto-immunes par rapport aux pays riches. Pauvres, riches. Donc les riches, les pays qui ont une aisance financière, des conditions de vie, d'hygiène sont meilleures, apparemment souffrent de plus de maladies auto-immunes. Bien sûr, si on allait chercher sur cette planche une maladie infectieuse, nous allons trouver les pays pauvres ici, et peut-être les pays riches là. Comme si qu'il y a une balance. On a gagné donc la bataille des maladies infectieuses, et on commence à perdre celle des maladies auto-immunes aussi graves. Et finalement, il y a effectivement une balance qu'on voit ici très très bien entre les gènes que nous recevrons de nos parents et notre environnement. Et une épidémiologiste américaine a dit que la relation entre gènes et environnement, c'est les gènes, c'est une balle dans le pistolet et l'environnement appuie sur la gâchette. Autrement dit, notre hygiène de vie, nos conditions de vie vont jouer en faveur ou en défaveur de l'apparition d'une pathologie. Ici, par exemple, juste pour les maladies allergiques, on voit très très bien que les pays relativement pauvres, pays en voie de développement, souffrent moins d'allergies. Les familles qui sont issues des individus de familles nombreuses, moins d'allergies. Les gens qui vivent dans le milieu rural, en compagnie des animaux, idem, utilisation faible d'antibiotiques. Tout cela, un environnement qui va peser sur non-apparition de l'allergie. Contrairement aux pays occidentaux, petites familles, l'influence du monde de la vie urbaine et surtout l'utilisation énorme d'antibiotiques qui va déséquilibrer la flore intestinale que nous allons aborder dans le cours de ces conférences. Donc, systématiquement, il y a un apport génétique, certes, mais aussi un apport environnemental. Et entre les deux, justement, il faut choisir d'être au milieu, ni souffrir des maladies infectieuses et encore moins des maladies auto-immunes. Voici, par exemple, l'histoire naturelle des maladies allergiques.
On voit très très bien que les enfants qui sont très jeunes, donc 0, pratiquement 1 an à 2 ans, sont menacés par les allergies alimentaires. Et les allergies alimentaires, c'est l'introduction très précoce, donc chez le bébé, de nourriture, pratiquement le lait artificiel, et après une alimentation qui n'est pas adéquate. Et les allergies alimentaires, ça pardonne pas. Hein, on peut souffrir de ce qu'on appelle des chocs anaphylactiques, donc des crinques, et on peut en mourir. Et vous remarquez que c'est exactement ce qui est maintenant préconisé par l'OMS. Il faut quand même allaiter minimum 6 mois à 1 an pour pouvoir éviter justement les allergies alimentaires. L'eczéma, donc allergique, là aussi, c'est une maladie qui apparaît à partir de 2 ans et elle enregistre un déclin. Et donc, vous voyez, dans la petite enfance, il faut faire très, très attention parce que c'est des maladies qui sont l'œuvre de cellules immunitaires en mémoire. Et s'il y a mémoire, la mémoire va rester, va souffrir. L'asthme, donc vous voyez très, très bien qu'il passe donc à partir de 5-6 ans. Et enfin, les rhinites. Donc, durant pratiquement avant 20 ans, on a déjà une panoplie de ces pathologies qui risquent réellement de compromettre la vie ou du moins le quotidien de ces enfants ou de ces jeunes, associés bien sûr à d'autres maladies qui restent sous-traitées, telles que les maladies auto-immunes. Pour mieux illustrer justement cette relation génétique et environnement, nous allons voir cette planche qui a été publiée par Nature Review. Et vous voyez très très bien ici sur cette planche les individus qu'on considère comme healthy par rapport aux maladies allergiques et les individus qu'on considère allergiques, asthme, eczéma et rhinite. Et vous connaissez tous les cellules T. Les cellules T, on a les T8 et les T4. Et les T4, c'est T-helper. Il y en a des T-helper 1 et T-helper 2. On a remarqué que les gens qui, à prédominance de TH1, par rapport à ceux qui ont TH2, les gens qui ont TH1 souffrent moins d'allergies. Alors, quand on a cherché un peu l'histoire et l'historique de ces gens-là, pourquoi ils ne souffrent pas d'allergie, on a remarqué qu'ils sont issus de familles nombreuses, contrairement à ceux qui sont issus de familles très peu nombreuses, voire fils uniques ou filles uniques. Les enfants qui vont dans les crèches assez tôt auront cette possibilité de se croiser avec des enfants et donc systématiquement de se contaminer mutuellement. Et plus on se contamine, plus on a des infections, certes, plus on peut malade, mais plus on s'éloigne des allergies. Farming environment, donc vivre dans le monde rural, contrairement à le mode de vie citadin, des villes où tout est conditionné, tout est un peu trop propre. Des infections précoces, contrairement à un environnement stérile. Donc, vous voyez très très bien que avoir des infections, bien sûr, gérables dans la petite enfance, permettrait d'éviter de tomber, de sombrer après dans des allergies. Ce qui va aggraver la situation, c'est ce qu'on voit ici, at birth, à la naissance, on vient avec des cellules plus de TH2. Finalement, pourquoi on vient avec des cellules prédisposées, comme si qu'on vient au monde prédisposé aux allergies? Et tout ceci s'explique bien sûr par ce système immunitaire qui n'est pas du tout facile à gérer, encore moins facile à comprendre, et ce que nous allons voir. Donc le système immunitaire aussi ressemble à un iceberg. On voit une partie, et ce qu'on ne voit pas est encore énorme. Alors le système immunitaire est défini comme étant une résistance aux maladies, et spécifiquement les maladies infectieuses. L'ensemble des molécules, cellules et tissus qui participent à la résistance aux infections constituent le système immunitaire. Donc vous voyez très bien que le système immunitaire est formé de molécules, de cellules et de tissus, et tous ces éléments-là vont avoir le mot-clé, la coordination. Les réactions coordonnées de ces éléments contre les agents infectieux sont appelées la réponse immunitaire. On a tous une réponse immunitaire, d'une manière ou d'une autre, mais la coordination exacte entre les molécules et les cellules et les tissus permettrait ou non de réagir à temps et d'y réagir de manière efficace. L'immunologie, c'est ce que nous voyons maintenant, est l'étude du système immunitaire et sa réponse aux agents pathogènes. La fonction physiologique de ce système est prévenir l'infection. Nous avons une panoplie, c'est ce que nous allons voir, de cellules et de tissus et de molécules biochimiques et de barrières physiques qui nous permettent d'éviter de subir une infection. Maintenant, s'il y a une infection, il y a des cellules T, des cellules NK, des macrophages qui vont éviter et vont permettre l'éradication de ces infections établies. Alors, l'immunité,
On parle beaucoup d'immunité maintenant dans le cas de Covid. Est-ce que j'ai une bonne immunité? C'est quoi l'immunité non spécifique? Est-ce que les premiers 6 jours sont déterminants ou est-ce que plus? C'est quoi la sérologie? C'est ce que nous allons essayer d'explorer. L'immunité non spécifique, elle est d'action immédiate. Elle fait intervenir les cellules responsables de la phagocytose. Autrement dit, vous avez des soldats qui vont venir sur le lieu de l'infection et ils vont essayer de phagocyter, ils vont essayer de tout avaler et de détruire pour que ces agents ne restent pas en contact avec, bien sûr, les cellules de l'hôte. Et l'immunité spécifique, qui se développe en quelques jours, elle dépend de la reconnaissance spécifique de la substance étrangère. Prélude à sa destruction, elle garde le souvenir de la rencontre. Autrement dit, les cellules de l'immunité spécifique sont des cellules T et B qui sont spécifiques et qui ont un avantage, ils ont la mémoire. Autrement dit, s'ils ont rencontré un corps étranger, elles vont se souvenir, contrairement à l'immunité innée. Leur petit défaut, c'est qu'elles sont lentes. Elles vont se développer à partir de 7, 8, 10 jours, 15 jours. Et il y a des gens même plus. Donc, les deux immunités, immédiate, rapide, phagocytose, et l'immunité spécifique, lente, mais bien sûr, qui a une mémoire, doivent communiquer, sinon il n'y a pas de réponse immunitaire. Notre organisme, bien sûr, est exposé à un ensemble d'agents, que ce soit les virus et les bactéries et les microbes, en général, et nous avons un système immunitaire quand il est là, il fonctionne à travers les macrophages, les neutrophiles, les cytokines, les compléments, les NK cells, les T et les B et les autres. Tous ces éléments-là devraient normalement limiter la gravité de l'infection, voire l'atténuer. Et bien sûr, nous faisons face quotidiennement à un ensemble de corps étrangers, que ce soit les bactéries, les parasites, les champignons et les virus. Et nous sommes censés normalement développer des anticorps. Les virus et les microbes portent des antigènes de surface. Et ces antigènes de surface constituent donc chacun une épitope, comme vous le voyez ici, et nous sommes censés avoir des anticorps contre ces épitopes. On me pose souvent cette question, est-ce que quand j'ai des IgM et des IgG, est-ce que je suis immunisé? Normalement, oui, mais il serait souhaitable de voir si on a des anticorps neutralisants, c'est-à-dire les anticorps contre les épitopes et les antigènes clés qui permettent l'ouverture et le passage du microbe et bien sûr sa fusion à l'intérieur de la cellule. Donc, voilà un peu pour expliquer cette notion de TH2. On a terminé donc ce concept de TH2. Pourquoi nous venons au monde avec plus de TH2? Et pour répondre à ça, il va falloir revenir à l'immunité et grossesse. En réalité, notre système immunitaire, il est un peu plus âgé que nous par rapport, bien sûr, à notre extrait de naissance. Il commence le jour même de la fécondation de l'ovocyte. En effet, l'ovocyte, une fois fécondé, il deviendra un œuf. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va devoir passer 6 jours avant de s'implanter dans l'utérus. Et pendant ces 6 jours, il risque d'être reconnu, étant donné qu'il porte 50% du matériel génétique de la maman et du papa, il risque d'être reconnu, comme vous le voyez ici, le zygote, il risque d'être reconnu comme un corps étranger par les cellules T. Et c'est pour ça qu'il serait couvert d'une zone qu'on appelle la zone pullicide. Cette zone pullicide est une zone CMH-free, c'est-à-dire qu'elle ne porte pas d'antigène à sa surface. Autrement dit, il est neutre. Et comme ça, les cellules T, même se rapprochant de lui, elles vont pas remarquer qu'il présente des antigènes autres que les antigènes de la maman, et ça va lui permettre de passer dans l'utérus. À l'intérieur de l'utérus, il va falloir qu'il survive. Il reste toujours un fœtus, bien sûr, et un embryon, donc un fœtus, et il risque d'être reconnu encore une fois par les cellules T et parfois par les anticorps de la maman. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme vous voyez ici très bien, le placenta de la maman est directionnel. La maman nourrit le bébé lui aussi fait passer ses échanges donc materno-fœtales, et on va devoir gérer 9 mois durant cette collaboration. Pour cela, le placenta est doté de mécanismes qui empêcheraient les cellules T qui risquent de s'aventurer
pour ne pas reconnaître ce fœtus comme corps étranger. Et les cellules T, qu'est-ce qu'elles ont? Elles portent, voilà, elles portent une molécule qui s'appelle FAS, les cellules T, et le placenta porte une molécule qui s'appelle le FAS ligand, le ligand. Et quand le ligand FAS rencontre le FAS de la cellule T, il va tuer cette cellule T pour l'empêcher de passer à l'intérieur du fœtus et pour ne pas le tuer ou l'endommager. Donc, 9 mois durant, le fœtus doit développer une réponse TH2 humorale, et donc pour éviter d'être reconnu pour ne pas trop attirer les cellules T qui sont attirées par une réponse TH1. C'est pour ça qu'à la naissance, on est plus prédisposé aux allergies que d'être neutre, et ce qui va bien sûr aggraver notre vie si on ne va pas mener une vie tout à fait naturelle. Et les mamans qui souffrent de maladies auto-immunes vous le diront, elles vont remarquer qu'à partir du 3e trimestre, qu'il y a une sorte de soulagement des maladies auto-immunes telles que la thyroïdite, donc tout ce qui touche la thyroïde, étant donné qu'il y a une maladie qui est grave, qui est cette production d'anticorps anti-TSH récepteurs, et donc la production de l'hormone thyroïdienne TSH, et on a remarqué que pendant la grossesse, ça diminue. Autrement dit, il y a une sorte de pause immunitaire chez la femme enceinte, qui, au laisser les anticorps, on ne veut pas trop, ça rentre à partir du 3e mois des IgG, mais il ne faut pas trop, et empêcher les cellules T de passer dans le placenta pour ne pas aggraver. Et donc, pendant 9 mois, on essaie de gérer cette grossesse jusqu'à l'accouchement. Et voilà, l'accouchement arrive. Il arrive avec un bébé immunologiquement prédisposé au pH2, et bien sûr, il arrive avec, on essaye de voir quel est l'intérêt de l'accouchement par voie basse ou naturelle. Et voilà, arrivé à l'accouchement, le jour J, le bébé, donc le labor, le travail va permettre au bébé de passer d'un monde obscur, liquide, à un monde bien sûr clair et air, mais bien sûr, il va falloir pouvoir respirer et gérer. Et à ce moment-là, dans le traité génital de la maman, on a remarqué que les bactéries et les microbes qui peuplent ce traité génital vont passer à l'intérieur du fœtus. Ils vont passer par la peau, ils vont passer par le nez, par les yeux, par les oreilles, par la bouche, et ils vont coloniser l'intestin de ce bébé stérile. Ça va constituer le microbiote. Et ce microbiote est fondamental pour la vie de ce bébé, de ce jeune et de l'adulte. Donc, maintenant, s'il y a malheureusement une césarienne, vous remarquez qu'il y aura, malheureusement, il sera privé de cet apport de ces bactéries, et donc, il ne pourra pas avoir ce lot de microbiote nécessaire et qui sont les meilleures bactéries. On considère que de vrais jumeaux, ils sont génétiquement identiques, mais sur le plan microbiote différent, parce que tout dépend. Le premier qui naît à 11h et le deuxième à 11h30 n'auront pas la même charge bactérienne et microbienne, et donc ils seront différents. Pour ceux qui sont nés par césarienne, il y a une séance de rattrapage et celle de l'allaitement. En effet, on a remarqué que la montée laiteuse s'accompagne par une sorte de stress. C'est rare où le stress est positif. Ce stress positif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre aux cellules intestinales de s'ouvrir et bien sûr aux bactéries de passer dans le sang et aller dans bien sûr comment dirais-je, le lait, et ça va bien sûr permettre à la maman de donner encore une dose bactérienne et microbienne. Autrement dit, si un enfant est né par césarienne et il n'a pas été allaité, on a gravement compromis son apport de microbiote et par conséquent son exposition aux allergies, aux maladies auto-immunes. Donc, il y a deux situations qu'il va falloir gérer, très bien gérer, choisir un accouchement par voie basse naturelle et surtout allaiter minimum 6 mois. Alors, ce microbiote va s'installer dans un appareil qui est peut-être sur le plan surface le plus grand de l'organisme. En effet, on a remarqué que la peau, la peau, elle est l'équivalent de 2 mètres carrés, c'est l'équivalent d'un parapluie.
Les poumons, c'est l'équivalent d'une piste de bowling. Mais l'intestin ou les intestins, c'est l'équivalent de 300 mètres carrés, soit un court de tennis. Et les bactéries vont s'installer sur cette zone, donc et elles vont gérer notre système immunitaire, mais aussi notre mental. Et c'est ça l'avantage d'avoir des bactéries de la maman, les meilleures bactéries au monde qui constituent le microbiote. Alors, la barrière intestinale, elle est extraordinairement grande et importante. Elle est composée de 300 mètres carrés de surface. Elle contient 100 millions de neurones. Ça veut dire que l'intestin n'est pas n'importe quel organe. 100 000 milliards de bactéries. Et enfin, 60 à 70% des cellules immunitaires. Vous imaginez, c'est énorme. 70% des cellules immunitaires se trouvent au niveau des intestins. Pour vous dire que c'est un organe qui est dans un autre organe, comme si c'est un organisme dans un organisme. Tout ceci, bien sûr, est achevé et est effectué par un intestin healthy, sain, situation normale. Un intestin normal, il y a une barrière physique, bien sûr, chimique, immunologique, et cette barrière, elle va permettre, bien sûr, l'absorption des aliments, mais surtout, bien sûr, le passage des IgA, des anticorps, pour neutraliser les microbes, pour que ces microbes soient neutralisés dans la lumière intestinale. L'inverse, quand il y a une dysbactériose, autrement dit une inflammation, et bien sûr une porosité, ce qu'on appelle le leaky gut, ce leaky gut va malheureusement aller dans un sens grave, c'est-à-dire une porosité, le passage des bactéries et des agents toxiques dans le sang et une inflammation s'installe. Donc ça, c'est quand on commence déjà à la naissance par un accouchement par césarienne et bien sûr l'allaitement qui ne se fait pas et bien sûr une alimentation mauvaise, tout cela va provoquer des situations graves qui vont aller crescendo et malheureusement devenir presque irréversibles. Alors, l'intestin, second cerveau. Pourquoi on le considère comme second cerveau? Justement grâce à cette masse bactérienne, mais pas que. L'intestin contient 200 millions de neurones, autant que la moelle épinière et davantage que le cerveau d'un chien. Le cerveau d'un chien contient environ 160 millions de neurones. Il produit au moins 20 neuromédiateurs, les mêmes que ceux du cerveau. La sérotonine, l'hormone de la joie, elle est synthétisée à 90% au niveau du tube digestif. La mélatonine, la dopamine. Vous imaginez? La sérotonine périphérique ne franchit pas la barrière, donc le cerveau produit sa propre, mais à raison de 10%. Suivant ce trafic, à double sens, le cerveau peut modifier la digestion et l'intestin peut affecter le comportement. Vous imaginez? On sait qu'aujourd'hui, que pour une information qui va du cerveau à l'intestin, 9 informations vont de l'intestin au cerveau. Donc vraiment, c'est une communication, mais qui n'est pas égale. Le cerveau, l'intestin contrôle 9 fois plus le cerveau que le cerveau lui-même. Désormais, on admet que des désordres psychologiques peuvent être la conséquence d'un dysfonctionnement digestif. Nos deux cerveaux, celui de notre tête et celui de notre ventre, doivent coopérer. Si ce n'est pas le cas, il y a chaos dans le ventre et misère dans notre tête. Donc finalement, nous sommes composés de 90% de bactéries et uniquement 10% de cellules. Et ces bactéries ne sont pas là par hasard, elles jouent un rôle fondamental dans la réponse immunitaire, dans notre résistance aux antibiotiques, dans notre résistance ou non, bien sûr, dans la chimiothérapie. C'est énorme comme monde que nous portons et que nous sommes censés préserver. Alors, il y a ce qu'on appelle la notion du trépied de l'écosystème intestinal. Il y a la muqueuse intestinale, 300 mètres carrés de surface. Il y a bien sûr la flore intestinale, 100 000 milliards de bactéries. Et il y a le système immunitaire qui contient 60 à 70% des cellules immunitaires. Tout ça repose sur un mot qu'on appelle l'intégrité. Si un élément manque, il n'y aura pas la possibilité de gérer cette fonction intestinale et bien sûr le chaos intestinal. Donc, on est composé de 10^14 de bactéries. Les bactéries apportées par la flore génitaliana de la maman colonisent le tube digestif et constituent le microbiote.
L'allaitement apporte essentiellement des bifidobactéries et l'allaitement artificiel, malheureusement, des lactobacilles. La flore de l'enfant ne sera adulte que vers l'âge de 2 à 3 ans. Donc, il faut attendre un certain temps pour réellement que cette flore ne soit adulte et ne soit stable. Les cellules de l'immunité innée, du système immunitaire en entier, innées adaptatives, naissent toutes au niveau de la moelle osseuse. On a vu déjà le microbiote, et nous allons voir maintenant ces cellules, et on va voir bien sûr la collaboration entre les deux. Ces cellules naissent au niveau donc, de la bone marrow, moelle osseuse, et à partir de cellules hématopoïétiques pluripotentes. Elles vont nous donner majoritairement 3 grandes lignées, la lignée myéloïde, la lignée lymphocytaire et bien sûr la lignée érythropoïétique, c'est-à-dire les globules rouges. La lignée myéloïde, elle va nous donner les monocytes et les macrophages, les éosinophiles, les basophiles, les mastocytes, les plaquettes sanguines, les neutrophiles. La lignée lymphocytaire, elle va nous donner les lymphocytes B, les lymphocytes T et les natural killers, avec bien sûr les cellules dendritiques. On va voir tout le long de ces séances le détail de le fonctionnement de la plupart de ces cellules, mais surtout le dysfonctionnement. Comment ces cellules, qu'est-ce qui se passe quand elles ne fonctionnent pas correctement, ou comment le stress va les affecter, et quelles sont les molécules qui devraient diminuer, et quel est bien sûr l'apport de notre alimentation et de certains éléments comme le polyphénol, les antioxydants, dans la régulation et la stabilité de la fonction immunitaire. La réponse immunitaire innée, elle coordonne avec la réponse immunitaire adaptative. Quand on a un agent infectieux qui rentre, il doit y avoir une réponse immunitaire innée. Quand il y a un échec, c'est une maladie qui s'installe. Mais dans tous les cas, échec ou non, il faut que les éléments de l'immunité adaptative, les T et les B, soient informés, vous voyez le chiffre 3, pour qu'il y ait rétablissement. Et quand on a une réinfection, avec la réponse immunitaire, surtout des cellules mémoire, il n'y a pas normalement de pathologie. On parle beaucoup de la réinfection au Covid. Si je suis réinfecté, est-ce que je peux être réinfecté? Normalement, si on a fait une bonne réponse immunitaire, on est normalement immunisé. C'est ce qu'on admet, du moins, je crois, maintenant. Alors, les barrières de l'immunité innée, donc, qui constituent cette barrière physique, chimique, biochimique et physique, les voici, par exemple. Vous avez la barrière, bien sûr, physique number one, c'est la peau. Vous avez le mucus, qui nous permet de retenir les virus pour qu'ils ne passent pas, les cimes et l'acidité de l'estomac. Et bien sûr, biochimique, vous avez les lysosymes, qui se trouvent au niveau des larmes, des sécrétions nasales et de la salive, des glandes sébacées et les bactéries commensales et la spermine au niveau du sperme. Donc, systématiquement, vous avez un ensemble d'éléments qui fonctionnent H24 sans qu'on le sache et qui nous protègent. Alors, avant qu'un agent infectieux ne pénètre notre corps, il faut qu'il traverse une série de barrières biochimiques. La barrière la plus importante est la peau, qui est normalement imperméable à la majorité des agents. Plusieurs bactéries ne survivent pas sur la surface de la peau à cause de l'effet inhibiteur de l'acide lactique et les acides gras présents dans la sueur ainsi que les sécrétions des glandes sébacées et le bas pH. Donc la peau n'est pas censée être neutre, elle est censée être un peu acide. En cas de perte de l'intégrité de la peau, comme dans le cas des brûlures, l'infection devient un problème majeur. Voilà la peau avec l'intégrité physique, la peau qui produit ses propres antibiotiques et la peau qui abrite des lymphocytes qui n'ont rien à voir avec les T ni les B ni LK16, c'est des lymphocytes intra-épithéliaux qui permettent d'éliminer les agents infectieux. Les microbes et les autres particules étrangères prises dans le mucus peuvent être éliminés par des moyens mécaniques comme la toux, l'éternuement et l'action des cils. Voici maintenant donc la composition de l'immunité des soldats de l'immunité innée et de l'immunité adaptative. Donc, ces éléments, nous avons bien sûr tous les épithéliums, il n'y a pas que la peau, l'épithélium respiratoire, le digestif. Il y a les phagocytes, les cellules qui phagocytent, telles que les monocytes et les macrophages et les neutrophiles. Il y a les NK cells, certes, c'est des lymphocytes, mais qui font un travail dans l'immunité innée, puisqu'elles agissent dans les premières heures de l'infection antivirale et anticancéreuse. Et il y a le complément, ces protéines plasmatiques. Le tout, ça se joue en heures. L'immunité adaptative, par l'inverse, elle est composée de lymphocytes B,
qui produisent des anticorps contre les corps étrangers, virus, bactéries, parasites, et ils nous permettent d'avoir une immunité humorale. On entend parler maintenant des IgG et des IgM, et bien sûr, des lymphocytes T. Mais remarquez, les lymphocytes T ont besoin que les macrophages qui ont capturé le microbe leur présentent la coordination. Et vous voyez très très bien qu'il y a une coordination et les lymphocytes T vont se multiplier et elles vont bien sûr permettre d'entamer des réactions, que ce soit les T4 ou les T8. Mais tout ceci se fait en jours, voire en semaines. Immédiat, lent. Mais il y a bien sûr une collaboration entre les cellules de l'immunité innée, comme nous l'avons déjà dit, monocytes, macrophages, cellules dendritiques, éosinophiles, neutrophiles, basophiles, mastophiles. Chacun a sa fonction et certains, malheureusement, chacun participe au dysfonctionnement. Alors, l'immunité spécifique, composée de lymphocytes B, qui, en capturant les microbes, vont devenir des cellules, donc, productrices d'anticorps. Et les anticorps neutralisent les microbes, aident à la phagocytose, comme ici. Et bien sûr, activent le complément commun. Et on a les T, on a les T4 et les T8. Les cellules T4 sont des cellules qui collaborent et coopèrent étroitement avec les cellules présentatrices d'antigènes, qui sont les phagocytes. Une fois une fois qu'elle a reçu l'information, bien sûr, ici de l'épitope de la cellule présentatrice d'antigènes, la cellule T, elle va sécréter des cytokines et les cytokines vont activer les macrophages, activer les neutrophiles, recruter les neutrophiles et bien sûr activer les T. Vous voyez très très bien donc que les T4, c'est des cellules fondamentales et leur absence risque de compromettre toute la réponse immunitaire. C'est ce qui se passe malheureusement chez les patients atteints de AIDS. Les lymphocytes T8, vous voyez très bien qu'elles sont en face aussi de cellules qui présentent un antigène, mais cette fois-ci, c'est pas une cellule présentatrice d'antigène, mais c'est une cellule infectée. Et une cellule infectée, toute cellule qui peut être infectée, une cellule du poumon, une cellule de la rate, des reins, une cellule du foie, et toutes ces cellules, quand elles sont infectées, elles doivent présenter un antigène à la T8 pour que la T8 les tue. Mais la mort ici est une mort clean, qui s'appelle apoptose, clean death, et pour tuer la cellule infectée tout en tuant à l'intérieur l'agent infectieux. Si la T8 ne le fait pas rapidement, le microbe va se propager, il va faire éclater la cellule et c'est une nécrose qui s'installe. Les natural killers, dernier élément des lymphocytes, c'est des cellules qui tuent aussi les cellules infectées, mais cette fois-ci sans aucune présensibilisation. Elles ont un mécanisme que nous allons voir, bien sûr, dans le détail. Voilà un peu en détail le rôle des lymphocytes B, microbes extracellulaires, production d'anticorps. La fonction des anticorps, c'est bloquer les infections. C'est ce qu'on souhaite chez les patients atteints du Covid et éliminer les microbes extracellulaires. Maintenant, il y a la réponse immunitaire cellulaire. Vous avez sûrement entendu parler de l'immunité cellulaire et l'immunité croisée. Et là, vous avez ce macrophage qui a capturé beaucoup de virus, par exemple. Il les présente à la T4 et la T4 va lui sécréter des cytokines pour lui dire détruisez, activez-vous. Donc il y a une communication, un feedback positif, activez le macrophage pour tout ce qu'il a, pour détruire tout ce qu'il a phagocyté. Là, quand il y a une cellule maintenant infectée, vous voyez très très bien que les virus sont libres. Là, il faut que les cellules infectées informent la T8. Donc le macrophage informe la T4, la cellule infectée informe la T8 et le tout, la T8, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tuer la cellule infectée et éliminer le réservoir de l'infection. Voilà, comme ça, il y a une sorte de prévention et d'éradication avant d'arriver même chez le médecin. La réponse immunitaire spécifique, elle passe par des phases en cloche de courbe. Et on est en plein image symbolique du Covid. Les gens qui ont fait la sérologie, c'est-à-dire qui ont au moins 2 semaines, 10 jours à 2 semaines d'infection, il ne faut pas faire la sérologie au début, parce qu'on n'a pas d'anticorps, la réponse immunitaire spécifique, elle est plus longue. Donc, ils vont chercher et on leur dit, vous avez des IgM, beaucoup d'IgM et peu d'IgG. Et après 2 semaines ou 10 jours, ils vont faire une deuxième sérologie et on leur dit, vous avez beaucoup d'IgG et peu d'IgM. Donc, c'est des gens normaux.
Pourquoi? Parce que les IgM, à l'origine, se trouvent déjà sur la membrane des cellules B naïves. Une fois en contact avec le virus, la cellule B se multiplie, elle atteint un plateau et elle va produire beaucoup d'IgM. C'est pour ça qu'au début, les IgM sont plus élevés. Le taux des IgM va diminuer, comme même les cellules B qui les ont produites. Et bien sûr, il y aura cellules mémoire. Si demain, il y aura une réinfection ou l'infection continue, comme dans le cas du Covid, les cellules productrices d'IgM vont switch et elles vont changer et elles vont produire des IgG. C'est pour ça que la deuxième sérologie, on trouve beaucoup d'IgG et peu d'IgM parce que on n'en a pas besoin et les IgM sont les premières immunoglobulines, les premiers anticorps produits, mais les plus efficaces dans le cas du Covid, c'est les IgG. Et vous remarquez que la réponse secondaire, elle est meilleure dans le temps, 5 jours, 18 jours, dans la quantité et même dans la qualité. Tout ceci se fait grâce aux cellules mémoire. J'entends parler beaucoup. Est-ce que les IgG vont rester? Non, les IgG, et ce n'est pas nouveau, c'est pas le Covid qui a mis ça. Toujours les anticorps et même les cellules qui les ont produites vont chuter. On ne peut pas garder toutes ces cellules-là et tous ces immunoglobulines dans le sang. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui va rester, c'est les cellules mémoire. Et plus on est exposé à un agent infectieux, plus on développe. On souhaite que tous les gens qui ont été infectés soient immunisés, mais surtout que si demain il y aura un vaccin qui va permettre la production. En attendant, bien sûr, il faut quand même booster le système immunitaire avec un ensemble de molécules qui, à travers tout le long de ces 6 séances, on vous donnera des hints, on vous donnera des indicateurs qui vont nous permettre, nous, les patients, les médecins, de n'orienter et de booster le système immunitaire. Donc, la réponse, elle est toujours en courbe en cloche. Il y a une activation que vous voyez ici, les cellules B, voilà. Et bien sûr, première réponse, deuxième exposition, secondaire. Et la réponse secondaire est toujours meilleure que la réponse primaire. Alors, on va décortiquer cette courbe en cloche. Ici, vous avez les T et aussi vous avez les B. Et vous remarquez depuis tout à l'heure que les B, on les montre capables de reconnaître les microbes. Alors que les T ne sont pas capables. Les T, c'est une autre cellule, un macrophage, qui peut capturer et qui va présenter. C'est pour ça que les macrophages, en plus de cellules phagocytaires, on les appelle APC, Antigen Presenting Cells, autrement dit cellules présentatrices d'antigènes. Elles capturent le microbe et elles vont le présenter à la cellule T naïve, alors que la cellule B peut s'en passer et elle peut faire le travail elle-même. En tous les cas, il y a une activation. Il y a une expansion clonale. Et une expansion clonale, ça veut dire que les cellules T et B vont se diviser d'une manière tellement exacte qu'on appelle ça un clonage. Et après, on atteint à la phase d'activation. Les T, s'il s'agit de T4, c'est secréter les cytokines. S'il s'agit de B, c'est surtout produire, bien sûr, les anticorps. S'il s'agit de T8, elles vont se multiplier pour aller sur le lieu de l'infection. Et après, on va éliminer les agents infectieux, réponse humorale, anticorps, réponse cellulaire et cellules T. Et l'ensemble, la majorité de ces cellules vont mourir parce qu'on ne peut pas les garder. Ne reste que les cellules mémoire qui se souviennent de l'infection et qui vont réagir lors de la prochaine infection et encore et encore. Je voudrais terminer justement cette conférence, cette première séance, avec une notion fondamentale, et je suis sûr que beaucoup d'entre nous aimeraient bien comprendre ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle cytokine storm, COVID-19 cytokine storm. Qu'est-ce qui se passe et quel est le concept de ce cytokine storm? Nous allons réserver une séance et même plus peut-être à la demande des participants sur les cytokines ou les chymokines. Rappelez-vous, la grippe espagnole a tué l'équivalent de, on dit, 40 à 50 millions. Et certains prédisent que si elle allait revenir, la grippe saisonnière, influenza, elle pourrait faire de 300-400 millions de morts. Et elle a tué la tranche d'âge 14-40. Donc c'est déjà. Pourquoi? Et dans le Covid, pourquoi il y a des patients qui sont atteints, qui au bout de 5 jours, se portent bien, et à la 6e journée,
7e journée, les choses se compliquent. On explique en partie, bien sûr, on ne peut pas tout expliquer, qu'il y a un phénomène de cytokine storm. De plus en plus de preuves suggèrent que la gravité de Covid-19 est associée à une augmentation du taux de médiateurs inflammatoires, y compris des cytokines et des chymokines tels que l'interleukine 2, 7, 10, Tumor Necrosis Factor, TNF, Colony Granulocyte Stimulating Factor, GCSF, Monocyte Chemoattractant Protein 1, MCP1, et bien sûr Macrophage Inflammatory Protein 1 alpha, MIP1 alpha. Donc, il y a un ensemble de cellules qui sont recrutées sur les lieux. Et pourquoi les médecins, les infirmiers que nous saluons bien sûr, les ambulanciers et les personnes qui travaillent en étroite collaboration avec les gens qui sont infectés sont à risque parce qu'ils reçoivent une charge virale tellement importante qu'elle va malheureusement se répercuter sur la réaction. Et s'il y a trop de cellules qui viennent pour éliminer ces agents infectieux, elles risquent de déborder et elles risquent de, comment dirais-je, saturer justement les poumons. Alors, parmi les médiateurs inflammatoires les plus élevés qu'on a remarqué, c'est l'interleukine 6, qui est fortement corrélé à la mortalité par maladie lorsque les survivants et les non-survivants du Covid-19 sont comparés. Ce qui suggère que le Covid-19 mortel est caractérisé comme une cytokine syndrome de libération, SRC. Donc, il y a trop de cytokines qui sont libérées, induites par une tempête cytokinique avec une mortalité élevée. Ainsi, l'interleukine 6 sert de mécanisme de traitement possible pour les patients Covid-19 sévères, ce qui soulève la possibilité qu'une option thérapeutique pour la maladie puisse cibler une inflammation excessive causée par l'interleukine 6 récepteur. Si on arrive à trouver des bloquants, des molécules qui bloquent l'interleukine 6 récepteur, même s'il y a libération de l'interleukine 6, il n'y aura pas de réaction, et dans ce cas-là, on va diminuer de la gravité et de l'exacerbation de la réaction immunitaire. Ainsi, l'interleukine 6 sert de mécanisme de traitement possible pour les patients Covid-19 sévères, ce qui soulève la possibilité qu'une option thérapeutique pour la maladie puisse cibler une inflammation excessive causée par le récepteur de l'interleukine 6, interleukine 6R, avec des thérapies par anticorps monoclonaux. Et il y a des molécules telles que le tocilizumab et le sarilumab peuvent jouer un rôle puisqu'ils ont déjà fait leurs preuves dans certaines pathologies telles que la polyarthrite rhumatoïde et essayer d'éliminer. Alors, sur le plan schéma, voilà comment peut-on expliquer, pardon. Donc, il y avait un schéma ici qui malheureusement, je n'ai pas le trouver. On va essayer de... Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que les cellules neutrophiles qui sont recrutées sur le lieu donc, de l'infection risquent, là c'est une maladie auto-immune, mais c'est juste pour montrer la comparaison, risquent d'aggraver la situation en libérant des enzymes protéolytiques et des cytokines. Et bien sûr, elles vont attaquer ce qu'on appelle bystander cells, c'est-à-dire les cellules qui se trouvent à côté, et ces cellules-là sont particulièrement affectées. Donc, je vais essayer, donc on terminera et après je reviendrai vers la planche. Voilà ce qui se passe par exemple quand on a une activité assez grave. Donc, il y a des antigènes. Ici, on a une maladie auto-immune, mais c'est juste pour montrer les neutrophiles, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Recrutement de neutrophile. Les neutrophile viennent sur le lieu de l'infection, ne pouvant pas tout phagocyter, ils vont libérer leurs enzymes protéolytiques et voilà, l'inflammation. Ça, c'est ce qu'on appelle le lupus, une maladie auto-immune. Mais, qu'est-ce qui se passe dans le lupus? Il y a énormément de complexes immuns, antigènes, anticorps, activation du complément, recrutement de neutrophile, vasodilatation. Et les neutrophiles sur le lieu ne peuvent pas tout phagocyter, ils vont libérer. On croit aussi que les neutrophiles jouent un rôle prépondérant malheureusement dans la complication du Covid-19, ce qui risque d'aggraver la situation. Les preuves actuelles ont montré que les patients gravement malades ont tendance à avoir une concentration élevée en pro-cytokines pro-inflammatoires telles que l'interleukine 6 par rapport à ceux qui sont modérément malades. Le niveau élevé de cytokines indique également un mauvais pronostic pour le Covid. Donc ça, c'est déjà une situation qui n'est pas, et bien sûr, il y a des macrophages et des cellules T auxiliaires.
Donc, voilà ce qui se passe chez les patients qui sont atteints de Covid-19, une infection bénigne, et voilà ceux qui malheureusement subissent une infection sévère. Quand on a une infection bénigne au Covid-19, il y a le virus qui est bien sûr inhalé, il y a tout un ensemble de molécules, il y a bien sûr les récepteurs angiotensine 2, et il y a des macrophages alvéolaires qu'on appelle les macrophages résidents, que nous allons voir dans les prochaines séances. Et ces macrophages vont sécréter un ensemble de cytokines. Il y en a toujours des cytokines parce que les cytokines jouent un rôle physiologique, un rôle de défense et malheureusement un rôle aggravant. Dans ce cas-là, c'est un rôle de défense. Il y a la sécrétion de TNF, Tumor Necrosis Factor, l'interleukine 1B, l'interleukine 18 et les chemokines, CXCL10, MCP1 et CCL. Il y aura bien sûr, dans ce cas-là, recrutement de cellules T, et les cellules T vont essayer de tuer les cellules qui sont infectées. Et vous remarquez très très bien que l'intégrité de l'alvéole, l'intégrité de toute la partie pulmonaire ou les cellules pulmonaires est préservée. Malheureusement, quand on a une infection sévère, vous avez un emballement de cellules et de molécules qui deviennent incontrôlables. Vous remarquez ce qui est le point à noter, le point différent, c'est qu'il y a des neutrophiles qui sont recrutés, alors qu'elles n'étaient pas là. Parce que là, ça suffisait entre les macrophages et les cellules. Les neutrophiles, ils arrivent, il y a déjà une fuite vasculaire, et ils vont plutôt, les neutrophiles, sécréter un ensemble de cytokines, et là, c'est vraiment trois lignes. L'interleukine R2, l'interleukine 2, l'interleukine 6, l'interleukine 7, 8, 10, TNF, 17, GCSF, IP10, MCP1, MCP3 et IP1 alpha. Tempête cytokinique. Et vous remarquez très très bien l'exacerbation et l'inflammation qui s'installe. La destruction de la paroi. Encore on recrute et systématiquement le poumon ou la partie infectée perd sa fonction respiratoire et dans ce système, systématiquement la personne va sombrer dans une insuffisance respiratoire. Il y a des molécules que j'ai citées tout à l'heure qui peuvent limiter justement l'exacerbation de ces neutrophiles. Et c'est ce que nous allons voir tout le long, telles que les molécules qui existent dans les feuilles d'olivier, des molécules qui existent polyphénols, qui diminuent justement de l'exacerbation de neutrophiles. On les a testées dans les maladies auto-immunes et j'espère qu'elles donneront encore une réponse dans cette situation. Donc, ce nuage cytokinique est un cauchemar et particulièrement, on l'a trouvé chez les personnes âgées, mais aussi les personnes jeunes, parce qu'elles ont un système immunitaire tellement fonctionnel, malheureusement, qu'il finira par produire l'effet inverse. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous revoir lors des prochaines séances. On s'est entendu avec Madame Léa Delagarde que nous allons faire 2 à 3 conférences et après, bien sûr, nous allons systématiquement enregistrer donc une séance spéciale que nous allons bien sûr pouvoir vous remettre et pouvoir vous la diffuser. Donc, une séance plutôt de questions-débats où vous allez me poser en live vos questions et je pourrai vous répondre. Donc, comme ça, on pourra, au bout de 6 séances, se voir 2 fois afin que, si vous avez des questions, vous aurez des polycopiés et peut-être aussi, si vous voudrez bien, je vais essayer de vous remettre des QCM, ce n'est pas pour vous évaluer, mais pour avoir un feedback positif. Je vous remercie pour votre attention. Lors de la prochaine séance, et on va parler des éléments de l'immunité innée, et bien sûr, dans leur implication dans certaines maladies, on va parler des basophiles, des mastocytes, et on va parler surtout des eosinophiles dans les allergies, et j'espère vous revoir lors des prochaines séances, et je vous remercie.